Mon nom est Carl Lacroix. Je suis ça fait 15 ans déjà que je suis enseignant d'éducation physique à l'École secondaire catholique L'Escale. Je suis privilégié d'avoir toujours enseigné à cette même école-là depuis le début de ma carrière. J'ai fait un baccalauréat à l'Université d'Ottawa en activité physique. J'ai fait une maîtrise par la suite en pédagogie du sport à l'Université d'Ottawa. Et j'ai compris après ma maîtrise que je suis une personne plus faite pour l'enseignement. Donc, j'ai décidé de faire mon bac en enseignement pour devenir enseignant d'éducation physique. Pourquoi l'éducation physique? Parce que pour moi, le sport représente beaucoup. Moi, j'ai participé à beaucoup de sports quand j'étais plus jeune et je voulais une façon de redonner. Et je voulais aussi, me connaissant, un travail qui fait en sorte que je suis debout, puis que je bouge constamment, puis que je suis physiquement actif. Je voulais transmettre ma passion pour les sports. J'ai toujours eu un intérêt pour le coaching aussi, donc je peux exercer ça à travers mon travail. Au fil des années, j'ai développé un intérêt particulier pour la course à pied. J'ai commencé à courir quand j'étais tout jeune à l'école secondaire, en 9e année. C'est mon prof de gym à moi dans ce temps-là qui m'avait approché et me dit « Toi, tu as du potentiel dans ça, tu devrais courir. » Je l'ai écouté. Le succès engendre le succès. J'ai connu du succès assez rapidement, mais j'ai continué de courir. Entre 2007 et 2013, c'est dans cette période-là que j'ai fait mes 8 marathons. Puis chaque marathon est une expérience d'apprentissage en soi. C'est pas facile de courir cette distance-là. Ça nécessite de la discipline. Puis l'apogée de ma carrière de marathonien, si on veut, était en 2011 où j'ai réussi à me qualifier pour le marathon de Boston. Et j'ai couru ce marathon-là à un temps de 2h32,52, qui est très rapide, au-delà de ce que je m'attendais. J'ai 3 enfants, donc je veux transmettre à eux cette passion-là pour le sport en général, pour la course à pied aussi. Mais mes enfants, ils pourront choisir d'eux-mêmes qu'est-ce qui les passionne parce que c'est justement ça qu'il faut faire. Il faut trouver qu'est-ce que nous, on aime, puis moi, je vais être là pour les encourager dans leurs aventures. Pour être actif sur une base régulière, numéro 1, la première chose à faire, c'est de trouver des activités qui nous plaisent, des choses qu'on aime faire. C'est pour ça que dans les cours d'éducation physique au secondaire, c'est important d'essayer d'exposer les élèves à une variété d'activités, pas juste toujours faire la même chose. Donc, c'est de se connaître comme individu, savoir qu'est-ce qu'on aime nous, et s'adonner, s'équiper, acheter les choses qu'on a besoin pour être capable de pratiquer cette activité-là. Donc, ça, c'est une première chose. Bien, écoute, moi, j'ai 2 garçons. Évidemment, j'encourage leur participation dans le sport. Puis récemment, j'ai un de mes garçons, entre autres, qui joue au soccer au niveau compétitif. C'est le plus haut niveau de soccer que tu peux jouer pour son âge. Puis présentement, nous, comme parents, moi et ma conjointe Isabelle, on est dans la situation où qu'est-ce qui est bon pour lui? Est-ce que trop de soccer, c'est comme pas assez? Parce que là, il joue pas mal seulement au soccer. Il est quand même physiquement actif à l'école, il joue à l'extérieur à d'autres choses, mais comme sport, il fait du soccer seulement. Et on a le dilemme que plusieurs parents ont, à savoir, est-ce qu'on devrait miser juste sur le soccer puis l'encourager parce qu'on veut qu'il fasse du sport puis qu'il aime ça. Puis c'est ça que lui, il aime aussi. Lui, si je lui donne le choix, il va me dire « Je veux juste jouer au soccer, papa ». Moi, personnellement, je préférerais que mes enfants fassent plus qu'une activité sportive. Il se peut très bien que vous ne sachiez pas ce qu'est le terme de spécialisation sportive. Ce n'est effectivement pas un terme dont on entend parler régulièrement. Toutefois, c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus chez les jeunes et les adolescents. Dès un jeune âge, ceux-ci peuvent avoir tendance à concentrer toute leur énergie dans la pratique d'un seul sport.
Pourquoi allez-vous dire que les jeunes se spécialisent dans un sport dès un jeune âge? Eh bien, il y a diverses raisons qui pourraient expliquer leur comportement. Tout d'abord, l'enfant apprécie peut-être tout simplement la pratique de ce sport et aime en faire. Il se peut aussi que son mode de vie ne lui permette seulement que la pratique d'un sport spécifique tel que la course à pied. Dans d'autres cas, la pression des parents de voir leur enfant performer dans un sport spécifique pourrait expliquer pourquoi un jeune adhérerait à la pratique d'un seul sport, ou encore le désir d'obtenir un soutien financier ou toute autre récompense liée au succès d'un sport peut encore expliquer la cause. Peu importe la raison pour laquelle un jeune décide de se spécialiser dans un sport, il serait important pour les adultes et les parents de mieux connaître ce phénomène afin de pouvoir mieux accompagner les enfants dans leur développement autant athlétique que personnel. Plusieurs mises en garde et recommandations sont faites sur le sujet puisque les dangers d'une spécialisation sportive inadéquate sont bien réels. À ce point-ci, vous vous posez peut-être la question, mais qu'est-ce que la spécialisation sportive? La spécialisation sportive, c'est de te spécialiser, comme que le mot dit, dans un sport seulement. Donc, évidemment, il y a différents moments dans la vie d'une personne qu'on devrait chercher à se spécialiser dans un sport. Les recherches démontrent qu'il ne faut pas se spécialiser trop jeune. C'est pas nécessairement bon pour la performance à long terme et pour maintenir l'intérêt de cette personne-là qui se spécialise à faire de l'activité physique pour le reste de sa vie après. Mon nom, c'est Geneviève Chef. Je suis enseignante d'éducation physique. Donc, j'ai fait un bac en activité physique à l'Université d'Ottawa. Ensuite de ça, j'ai travaillé avec les jeunes. Je travaille avec les jeunes depuis que je suis adolescente. Donc, j'ai commencé, je gardais des enfants. Ensuite, j'ai travaillé dans des camps d'été, j'ai travaillé à la maison des jeunes. J'ai toujours été très impliquée au niveau du coaching. Donc, j'ai quand même un parcours athlétique intéressant avec beaucoup de variétés. Puis, ça a toujours été ma passion, le sport, l'activité physique, l'alimentation, les sciences, la biologie. La spécialisation sportive, c'est lorsqu'un athlète fait son sport à lui pendant un certain nombre de temps qui est dans le but de devenir professionnel ou très performant dans un sport en particulier. Donc, tu as des gens qui font du sport, de l'activité physique pour leur santé, pour leur forme physique, et tu en as d'autres qui ont vraiment des objectifs à long terme pour devenir un athlète très performant de hockey ou de volleyball ou bien d'équestre, peu importe. La spécialisation, c'est quand tu te dédies complètement à une activité spécialement à une activité. Même si votre enfant pratique un sport tout au long de l'année, cela ne veut pas automatiquement dire qu'il est en train de se spécialiser. Lorsqu'on entend parler de spécialisation sportive, on parle d'un athlète qui ne pratique qu'un seul sport plus de 8 mois par année et ne pratique aucun autre sport que celui qu'il a choisi. Pour vous donner un exemple, un athlète de hockey qui pratique son sport tout au long de l'année, mais qui pratique aussi de la course à pied et le baseball, ne serait pas considéré comme un athlète qui se spécialise. En fait, on considère que l'athlète s'est spécialisé s'il pratique le hockey de manière intense tout au long de l'année et ne pratique aucun autre sport. C'est un phénomène à la hausse. De plus en plus de jeunes commencent à se spécialiser dans un sport dès un très jeune âge, parfois même dès l'âge de 5, 6 ou 7 ans. Cela pourrait être dû au fait que de plus en plus d'organisations offrent des programmes de sport très structurés et encadrés et que plusieurs options d'entraînement s'offrent aux jeunes, comme faire partie d'une équipe scolaire ou compétitive, participer à des programmes d'entraînement et des camps d'été, etc. Il faut aussi dire qu'ici, dans la région de l'Est de l'Ontario, nombreuses sont les options offertes, qu'elles soient dans la communauté rurale directement ou même dans la grande ville urbaine d'Ottawa. Il faut savoir que la spécialisation sportive chez les jeunes âgés de moins de 18 ans est un sujet très controversé dans le monde de l'activité physique en raison de ses nombreuses répercussions qui peuvent s'avérer néfastes. De nombreux spécialistes et plusieurs recherches mettent en garde contre le surentraînement, l'épuisement et les blessures de surmenage liées à la spécialisation sportive. C'est pour cette raison qu'il est davantage recommandé d'offrir aux jeunes une grande variété d'activités sportives.
L'objectif n'est pas de spécialiser son jeune, mais plutôt de les encourager et les accompagner à pratiquer une variété de sports tout en s'amusant. Le gouvernement canadien a élaboré un document qui s'appelle le DLTA, le développement à long terme de l'athlète, pour la simple raison que on veut donner des outils à toutes les associations sportives, des outils aux parents aussi, aux entraîneurs, pour justement promouvoir l'activité physique dès un jeune âge et enseigner les bonnes choses au bon moment aux jeunes. Quand on initie un enfant à l'activité physique, l'essentiel, c'est de développer ses compétences motrices. Ça veut dire apprendre à bien bouger, marcher, courir, marcher du reculon, sauter, grimper, rouler, nager, faire du cloche-pied, là, ça c'est le terme français pour hopping. N'importe quelle façon qu'on bouge puis qu'on se sent en équilibre, en contrôle, confortable, va faire en sorte que plus tard, quand on apprend certains sports, on va apprendre beaucoup plus vite parce qu'on a un bon contrôle de notre corps en mouvement. Donc, quand on initie un jeune de 0 à 6 ans à l'activité physique, on veut que ce jeune-là, justement, soit exposé à toutes ces façons-là différentes de bouger. C'est pour ça que jouer dans des parcs où le jeune a la chance de grimper, courir, c'est du jeu non structuré, dans le fond. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas rien à suivre. On bouge, puis on s'amuse à travers ça. C'est une bonne fondation à donner ça à nos jeunes enfants. Le DLTA, qui signifie Développement à long terme de l'athlète, est devenu un document important au niveau du développement de l'activité physique chez les jeunes. C'est en se basant sur 10 facteurs clés que les spécialistes ont élaboré les 7 stades de développement à long terme de l'athlète. Lors du premier stade de développement, intitulé « Enfant actif », l'objectif est de développer les habiletés motrices fondamentales dans les environnements de jeu structurés et non structurés. C'est grâce à ces expériences actives et positives que l'enfant sera plus confiant de bouger dans le futur. Le stade suivant, s'amuser grâce au sport, met l'accent sur l'apprentissage des habiletés motrices fondamentales à l'aide d'activités structurées et non structurées. Cet apprentissage de la mobilité en général va donner une bonne fondation pour l'apprentissage des divers sports dans le futur. Au cours du stade « Apprendre à s'entraîner », l'enfant commence à apprendre les règles, les tactiques et les stratégies de base des jeux et il continue à développer ses habiletés motrices pour des sports spécifiques. C'est après ce stade que le développement actif de l'individu peut soit évoluer vers le stade s'entraîner à s'entraîner ou vie active. Lors du stade s'entraîner à s'entraîner, l'individu va maîtriser les éléments du développement de l'athlète liés à la performance, soit sur le plan physique, technico-tactique, mentaux et émotif. C'est vers la fin de ce stade qu'on voit l'enfant commencer à se spécialiser dans un sport et à passer des compétitions locales aux compétitions provinciales. Lorsque l'enfant a bien appris les éléments liés au stade précédent, celui-ci accède au stade s'entraîner à la compétition, ce qui veut dire qu'il commence à s'entraîner dans un sport à temps plein, qu'il participe à des compétitions nationales et qu'il est graduellement amené aux compétitions internationales. Les athlètes internationaux sont considérés comme étant au stade s'entraîner à gagner. Les athlètes participent alors à des compétitions mondiales de haut niveau, comme les Olympiques ou les Coupes du Monde, et possèdent une équipe complète de professionnels qui les soutiennent dans leur horaire très chargé. Le dernier stade présenté est celui de vie active. Un individu peut accéder à ce stade à n'importe quel moment dans sa vie. On dit qu'il peut également choisir d'être compétitif pour la vie, soit de pratiquer une activité physique de manière compétitive en participant à des activités sportives organisées, ou il peut choisir d'être en forme pour la vie, soit de participer à des activités physiques de manière non compétitive. À ce point-ci, l'individu désire tout simplement rester actif au cours de sa vie. La littératie sportive, c'est justement de bien connaître ton alphabet, disons, de A à Z. Mais par rapport au mouvement humain, par rapport à comment je bouge dans l'espace. Par exemple, j'ai nommé plein de choses tantôt, là, comme courir, sauter, rouler, nager. On peut parler aussi de lancer et attraper différents objets. Donc, si tu es habile, par exemple, à
faire une attaque au badminton, ben, tu vas être habile à faire un service au volleyball aussi. Puis tu vas être habile à lancer une balle de baseball parce que le mouvement est très similaire. Il y a tous les concepts de transfert de poids qui, justement, se transfèrent d'un sport à l'autre. Donc, une personne qui a une bonne littératie physique va être capable d'apprendre facilement différents sports parce que les mouvements fondamentaux sont bien acquis dès un jeune âge. L'International Physical Literacy Association explique que la littératie physique se définit par la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui peut lui permettre de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute sa vie. C'est pourquoi cet élément est très important à développer chez les enfants. Bien, écoute, plus tu es compétent dans le mouvement, plus tes expériences à toi dans le sport, bien, plus tu vas connaître du succès dans les activités qui te sont proposées. Donc, si tu connais du succès dans une activité, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça t'encourage à continuer. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent, quand on est plus jeune, sur la compétence à travers le mouvement. Le succès engendre le succès. Donc, si tu es bon dans quelque chose, ça va te donner le goût de continuer parce que tu vas être valorisé là-dedans. Les autres, ils vont te dire que t'es bon là-dedans, lâche pas. Puis ça, c'est le fun. Puis ça va faire en sorte que tu vas avoir le goût de progresser, continuer. Puis tu vas vivre des expériences qui sont positives. Donc, de vivre des expériences positives, ça commence en grande partie par se sentir compétent dans ce que l'on fait. Puis pas trop sortir de sa zone de confort. C'est justement parce qu'on souhaite que les enfants développent leurs habiletés motrices dès un jeune âge que les spécialistes encouragent que les enfants pratiquent le multisport. Multisport, je pense que ça le dit dans le mot directement. Donc, une personne qui pratique du multisport, ça donne à plusieurs sports. Puis, c'est une bonne approche. C'est une bonne approche parce que, justement, comme j'ai dit auparavant, ça te permet de développer des compétences qui sont transférables, des compétences que tu peux appliquer d'un sport à l'autre. Le smash au badminton, le service au volleyball ou l'attaque au volleyball, c'est un exemple parfait de compétences qui sont transversables. Donc, c'est important de choisir des sports qui sont complémentaires souvent. Si tu es un joueur de soccer, ben, tu joues souvent avec tes pieds. Donc, tu deviens très habile avec tes pieds et à contrôler un objet avec tes pieds. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui existent, qui sont différents, qui te permettent de manipuler un objet avec tes mains aussi, pour quand même avoir cette notion-là de ne pas juste être habile avec les pieds? Bon, pour moi, l'approche multisport, c'est une approche gagnante. C'est pour ça que dans les écoles, on a beaucoup de programmes qui commencent en 7e, 8e année pour des plus jeunes. C'est des programmes multisports où on enseigne plus qu'une activité. Et les programmes de spécialisation sportive commencent plus à partir de la 9e, 10e année, 11e année. C'est à cet âge-là que le DLTA recommande que là, c'est approprié de commencer à spécialiser dans un sport si on veut viser la performance de plus haut niveau. Quand on parle de multisport, ça veut dire que dans les premiers stades de développement, nos enfants doivent apprendre à bouger dans leur corps dans l'espace. Donc, il faut qu'ils soient capables de faire toutes sortes de mouvements. Ils doivent être capables de nager, de patiner, de faire des culbutes, de sauter, de courir. Ça sonne peut-être un peu de la base de courir, mais j'ai vu des athlètes rendus en 9e, 10e année avec un patron de course immature parce qu'ils ont trop patiné ou parce que leur cours arrière à la maison, c'était trop petit. Il n'y avait pas l'opportunité de faire des grandes enjambées de course. Donc, il faut pas nécessairement prendre pour acquis que nos jeunes vont être capables de faire toutes les choses. Fait qu'avant de dire, bien, regarde, on va leur donner un bâton, puis on va dire, OK, on s'en va jouer au baseball, bien, l'enfant doit être capable de courir, doit être capable de frapper un objet avec un autre objet. Tu sais, c'est des habiletés de base. Il faut que la compétence motrice de base soit développée dans plein de différentes activités pour qu'ensuite l'enfant soit capable d'appliquer des habiletés plus difficiles
Donc, avant de recevoir une passe, mais il faut comprendre qu'il y a une trajectoire qui se suit. C'est toute la biomécanique du sport, dans le fond, qu'on veut développer dès un jeune âge. Si on recule un peu, quand un individu ou un enfant décide de s'impliquer dans un sport, dans une activité physique, ton individu, durant sa croissance, va avoir des moments très critiques, des périodes d'âge critiques qui appellent où est-ce qu'il faut l'exposer à certains stimuli, il faut l'exposer à certains entraînements ou bien intégrer certaines composantes à l'entraînement pour qu'il développe de façon optimale son potentiel athlétique. Donc, quand on parle d'une activité en particulier, comme si on parle du soccer, par exemple, ben, ton athlète va être exposé à certaines choses qui vont être propices à son développement à ce moment-là. Puis, à un moment donné, on espère qu'il va frapper le maximum de sa performance à un timing optimal. Donc, on veut qu'il atteigne le maximum de son potentiel athlétique ou son potentiel de performance dans une activité à un moment donné. La recherche démontre qu'il y a certains sports que le pic de performance, donc, il est plus jeune. Notamment en gymnastique, c'en est un. Patinage artistique, c'en est un autre. Si on regarde les Jeux olympiques, les championnats mondiaux, le profil des athlètes, des gymnastes, ils ont quel âge? Ils sont beaucoup plus jeunes que le profil des joueurs de basket qui sont sur l'équipe nationale. Donc, c'est complètement différent pour ces sports-là. Et dans ces sports-là, ça serait correct de te spécialiser un peu plus jeune si tu vises la performance de haut niveau. C'est un peu ironique parce que la gymnastique, c'est un excellent sport pour initier ton enfant au mouvement aussi. Il y a plusieurs parents qui vont, dès un jeune âge, là je parle de 3 ans, 4 ans, ils vont placer leurs enfants dans des cours de gymnastique parce que ce qu'on fait en gymnastique, c'est qu'on apprend à sauter, courir, rouler à terre, être en équilibre, marcher sur une poutre. Toutes des choses qui sont importantes quand on est jeune, qu'on peut acquérir aussi dans un parc quand on joue à l'extérieur dans du jeu libre. Mais la gymnastique, le patinage artistique, ce sont 2 exemples précis de sports pour lesquels il faut se spécialiser plus jeune. Tous les autres sports, là, on n'a pas d'avantage à pousser notre enfant à pratiquer ce sport-là et seulement ce sport-là à l'année longue. Okay. Je n'ai pas fait de lecture récemment de me spécialiser dans ça, mais écoute, la gymnastique, c'est un sport qui requiert énormément de flexibilité, de souplesse. Okay. Quand on est plus jeune, naturellement, nos os ne sont pas tout solidifiés encore. Il y a plus de cartilage, on est en développement et on est... Vous avez déjà vu des jeunes enfants faire la split versus des adultes. C'est beaucoup plus facile pour eux autres. Donc, le concept de flexibilité à un jeune âge est de loin supérieur que rendu à l'âge adulte. Puis, un jeune qui apprend un mouvement apprend tellement plus vite qu'un adulte qui n'a pas appris ce mouvement-là à un jeune âge. Les jeunes, ce sont des éponges. Donc, ils sont flexibles, sont légers. Donc, quand tu es léger, parce que tu pèses moins aussi, au niveau de ton corps dans l'espace, tu es capable de générer des résultats plus spectaculaires que quand on est un peu plus grand. Puis, donc, c'est mon explication à moi. Mais encore là, comme j'ai dit, je ne suis pas expert dans ce domaine-là. Il faudrait peut-être lire un peu plus là, sur ça, mais le patinage artistique, c'est un peu la même chose, right? C'est un sport qui, si on est très léger sur nos patins, il y a beaucoup de vrilles, il y a beaucoup de mouvements qui sont complexes, donc il faut apprendre ces mouvements-là à un très jeune âge pour être capable de performer à un haut niveau, là. Je te dirais que chacune des associations sportives au Canada ont leur propre plan de développement de l'athlète. Donc, le plan a été élaboré à toutes les associations sportives au Canada. Puis, tout dépendamment du sport, il y a différents moments où est-ce que le jeune doit être exposé à certains stimuli. Puis,
il va y avoir différents pics de performance en fonction du sport choisi. Je te dirais le danger d'une spécialisation trop rapide où je regarde tous les sports qui existent. La plupart vont dire, écoute, on commence par s'amuser si on est un enfant. On commence par apprendre à s'entraîner. Donc, il y a vraiment des stades de développement où est-ce que, oui, on peut se spécialiser, mais il faut vraiment attendre que l'enfant ait eu plein d'exposure dans différents sports. Parce que ça se pourrait que l'enfant choisisse de ne pas se spécialiser, puis on va pas se le cacher, là, les gens qui deviennent des athlètes professionnels, c'est une minorité. Ce qu'on souhaite vraiment pour les individus au Canada, c'est que les jeunes se développent, puis qu'ils développent un goût pour l'activité physique, pour le sport, qu'ils aient des expériences positives, pour qu'ils restent actifs, soit la vie durant. On veut que les gens aiment bouger, puis on veut que les gens restent dans l'activité physique. Si on spécialise l'enfant trop jeune, il y a plein d'effets négatifs qui peuvent se produire. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver au niveau du développement de l'enfant. On ne devrait jamais spécialiser un enfant, selon moi, puis selon la plupart des spécialistes en activité physique. On devrait jamais spécialiser son enfant trop jeune. On l'expose à tout plein de choses. De toute façon, les jeunes, des fois, nous surprennent par leur goût. Ils vont développer des passions pour des choses que nous, on est comme « Ah, je pensais pas qu'elle allait aimer ça », mais finalement, c'est là-dedans qui se retrouve, c'est là-dedans qui se développe et qui est heureux. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que les enfants soient heureux. Puis pour être heureux, il faut que l'enfant se sente compétent, il faut qu'il y ait un retour de plaisir. Donc, dès que le plaisir disparaît, on perd l'intérêt de l'enfant. Donc, lorsqu'on parle de spécialisation, dans la première version du développement de l'athlète à long terme, on avait déterminé qu'il y avait certains sports qui avaient un développement hâtif et certains sports que c'était un développement tardif. On avait seulement 2 distinctions. Dans le développement hâtif, on parlait de la gymnastique, du patin artistique, vraiment les sports d'acrobatie où est-ce que souvent l'adolescence va nuire. Bien, pas nuire, mais l'adolescence, c'est une période de changement intense, donc on veut que les athlètes développent beaucoup plus tôt leurs habiletés. C'est parce qu'on maximise la flexibilité, puis des éléments qui sont plus faciles quand on les développe très jeunes. Tandis qu'il y a d'autres sports comme le hockey, le volleyball, le football, ces choses-là. Ceux-là, ce sont plus des sports à développement tardif, où est-ce que si l'athlète bénéficie d'une exposition à plusieurs sports dans son jeune âge, il va devenir plus performant, mais plus tard. Donc, on a tout l'aspect stratégique. Dans la nouvelle version du guide, on a beaucoup plus de catégories. J'ai même vu, tu sais, il y a des, je me souviens plus comment ils l'appellent, mais on parle vraiment d'un développement dans la trentaine. Le pic de performance, c'est dans la trentaine quand on parle du triathlon, par exemple. Donc, ce sont des sports où est-ce que ça prend quand même une dureté mentale assez exceptionnelle. Depuis le début de l'émission, on vous parle d'un document important pour les spécialistes de l'activité physique dans la région, soit le DLTA, et on vous a présenté les 7 stades de développement de l'athlète. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi le DLTA? De quel contexte provient-il? Le DLTA trouve sa raison d'être en partie suite à la constatation d'une régression des performances des athlètes canadiens dans certains sports au niveau international et des difficultés rencontrées par ceux qui souhaitent repérer et développer une relève capable d'exceller sur la scène internationale. Par ailleurs, la participation aux sports récréatifs et l'activité physique en général sont en déclin et les programmes d'éducation physique offerts dans les écoles ne sont pas utilisés de manière optimale. Ce n'est pas la première fois que le Canada tente de diverses manières de connaître du succès sur la scène internationale. Effectivement, par le passé, le Canada a essayé d'adopter des systèmes utilisés dans d'autres pays qui sont bien positionnés à ce niveau afin d'obtenir de meilleurs résultats, mais en vain. Toutefois, aujourd'hui, le Canada a élaboré un système propre à lui, en se basant sur sa propre culture, sa propre géographie, ses traditions et ses caractéristiques sociales. L'objectif est d'abord d'améliorer la santé et le bien-être des individus en général et par la suite d'espérer une meilleure performance de la part de ses athlètes au niveau international.
C'est à l'aide de plusieurs analyses et du soutien et de l'appui de nombreux spécialistes que les centres canadiens multisports en sont venus à créer le DLTA, qui signifie Développement à long terme de l'athlète. Ce document est bien connu par plusieurs enseignants d'éducation physique ici, dans l'Est de l'Ontario. Celui-ci leur permet de mieux ajuster leurs cours en fonction du développement des jeunes. Donc, en 2005, il y a un document qui est sorti. Ils ont consulté plein de recherches pour finalement développer un cadre pour les associations sportives canadiennes. En gros, ce qu'on remarquait, c'était le déclin de la participation aux activités comme les sports d'organisation, les sports communautaires. Puis évidemment, on a aussi le déclin au niveau de la santé de la population générale. Puis on a aussi étudié pourquoi le Canada ne performait pas aux Olympiques, autant que peut-être certains pays qui nous ressemblaient beaucoup. Donc, on avait une population beaucoup plus grande, sans nécessairement avoir plus de médailles au podium. Puis, ce qui se sont rendus compte, ou l'idée derrière ça, c'est que on voulait développer un cadre pour guider les associations. Fait que l'idée derrière ça, c'est d'avoir des stades de développement, puis vraiment indiquer qu'est-ce qu'on doit développer et à quel âge, à quel moment pour les enfants qui décident de pratiquer ces sports-là. En 2019, ils ont sorti la 3e édition de ce document-là parce que avant, ils appelaient ça le développement de l'athlète à long terme. Maintenant, ils veulent aussi que ce soit applicable à monsieur, madame, tout le monde. Donc, si tu ne te développes pas comme athlète olympique, bien c'est quoi? Comment est-ce qu'on veut que tu développes le goût pour l'activité physique pour, en fin de compte, être en santé? Une nation en santé, ça veut dire qu'on paie moins en frais médicaux et ainsi de suite. On sait qu'une nation en santé, ça fait des gens productifs pour la société. Puis, ultimement, c'est des gens qui sont plus heureux. Puis c'est ça qu'on veut. On veut que les gens soient plus heureux, on veut que les gens bougent, on veut que les gens s'engagent pour leur vie durant dans l'activité physique. Les grandes conclusions de la recherche, c'était qu'il faut respecter un développement optimal. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment accentuer le plaisir. Donc, ça nous prend des associations sportives qui sont inclusives. Ça nous prend des associations sportives qui forment leurs entraîneurs. Comme souvent, ce qui arrive, c'est que dans le sport récréatif, qui est beaucoup plus accessible à la masse, mais dans les sports récréatifs, bien, ce sont souvent des parents bénévoles. Bien, un parent bénévole, est-ce qu'il y a les compétences pour vraiment permettre aux jeunes d'apprendre puis de devenir compétents au niveau moteur? Est-ce qu'il y a l'occasion de toucher à plusieurs ballons? Est-ce qu'il peut être sur le terrain longtemps? Tu sais, le jeune veut jouer, là. Il veut jouer, mais un jeune de 6 ans, si tu lui donnes un ballon de soccer puis tu lui dis « vas-y », bien, ils vont tous se suivre, là. Alors, il faut mieux organiser l'espace, il faut avoir de l'équipement qui sont adaptés à leur stade de développement. Puis c'est vraiment ce que le cadre du sport pour la vie va donner aux associations. Bien que ce document mette en grande partie l'accent sur le développement des athlètes jusqu'au niveau international, il permet également de créer des individus plus actifs dans nos régions. Effectivement, le DLTA souhaite qu'en développant leur habileté motrice de base à l'âge opportun, les enfants ressentent les bienfaits de la pratique d'une activité physique, ce qui les motivera à poursuivre cette pratique en vieillissant. Comme nous l'avons vu dans le dernier épisode, les bienfaits de l'activité physique sont innombrables puisqu'ils aident le développement mental et social des individus et peuvent même améliorer la santé physique et mentale. En étant en meilleure santé, les individus pourront donc mieux contribuer à leur communauté. Vous vous demandez sûrement quels sont ces dangers auxquels nous faisons référence depuis le début. Pourquoi les spécialistes font-ils autant de mise en garde contre la spécialisation sportive? Ces dangers peuvent être autant physiques que psychologiques. L'objectif qu'on devrait avoir en initiant nos enfants à la pratique d'un sport, soit celui qu'ils continuent à bouger en vieillissant, peuvent être affectés par la spécialisation sportive. C'est en fait l'une des conséquences qu'on peut observer avec ce phénomène. Lorsqu'un jeune tente de se spécialiser, surtout lorsqu'il est très jeune, il est plus à risque d'abandonner la pratique de son sport pour diverses raisons. Les effets négatifs d'une spécialisation trop rapide ou bien j'appelle ça l'exposure, mais dans le fond, c'est un trop grand nombre d'heures dans une activité en particulier et ce, pour une longue durée. Donc, quand l'enfant fait un seul sport
toute l'année. Il fait de l'entraînement là-dedans, il fait des compétitions, il fait du jeu, tout ça. Les dangers de faire une activité comme une activité, il y en a plusieurs. Entre autres, l'enfant peut simplement perdre intérêt. Donc, quand on fait trop de quelque chose puis que ça devient trop sérieux, on a plusieurs enfants qui se démotivent puis éventuellement ils perdent intérêt complètement. Non seulement dans ce sport-là, mais souvent dans plusieurs sports et aussi ils peuvent avoir une aversion à la compétition. Ensuite de ça, il y a toute la question de l'usure sur le corps de l'enfant ou sur le corps de l'adolescent. Le risque de blessure devient très élevé puisqu'on sollicite toujours les mêmes articulations, toujours les mêmes muscles. On est vraiment dans un développement unidirectionnel. Ça a été démontré à plusieurs reprises qu'un enfant qui fait plus qu'une activité dans une année, donc il fait sa saison dans son sport de choix et ensuite de ça, il fait un autre sport, mais connexe durant la saison plus basse. À ce moment-là, il va développer d'autres aptitudes, d'autres muscles, mais aussi au niveau stratégique, il va peut-être se développer davantage. Donc, le fait d'être exposé à un seul sport puis de spécialiser, c'est pas nécessairement, ça veut pas nécessairement dire que l'athlète va devenir plus performant. Des fois, ça va faire le contraire. Il va peut-être se blesser, il va perdre intérêt, ou il va frapper son pic de performance trop rapidement ou il ne va pas le frapper au bon moment. Il y a beaucoup de choses là, qui peuvent se produire au niveau de l'athlète. Ça, c'est quand la spécialisation hâtive, c'est quand on place un enfant trop tôt de façon spécialisée dans un sport. Puis je vais donner un exemple concret. Présentement, avec mon garçon qui joue au soccer de façon intensive. C'est du soccer 5 fois par semaine. Il a 12 ans. Puis, il joue seulement à la défense. Moi, personnellement, je préférais que mon enfant joue partout. Je préférais qu'il expérimente jouer comme attaquant, comme joueur qui joue au centre du terrain, comme gardien de but des fois. Expérimente partout. Donc, pourquoi spécialiser de façon tôt? Hâtive, c'est qu'on veut spécialiser tôt à une position spécifique au soccer. Il va devenir bon comme défenseur, mais à 12 ans, je préférerais qu'il devienne bon à comprendre l'ensemble du jeu et non seulement comme défenseur. Puis encore là, si je joue ça encore plus large, je préférerais que mon enfant joue à plus qu'un sport, pas juste au soccer. Je préférerais qu'il joue au soccer, par exemple, l'été, puis au basketball l'hiver. Puis qu'à l'école, il soit exposé à d'autres sports, comme le badminton, le volleyball. Ça va faire de lui, plus tard, une personne qui risque d'avoir vécu plus d'expériences enrichissantes, variées dans le sport, puis qui risque de s'adonner au sport de façon régulière en tant qu'adulte. Si un jeune se développe trop tôt et trop intensément dans une activité où est-ce que la spécialisation, mettons le pic de performance, est à 25 ans, les effets de ça, c'est qu'il va frapper son pic de performance avant l'âge où est-ce qu'il pourrait maximiser son potentiel. Donc, il ne va pas atteindre ce qu'il était censé atteindre. Puis ensuite de ça, tu as tous les effets secondaires. Puis ça, c'est s'il reste motivé, là. Tu sais, s'il reste motivé, il reste dans son sport puis tout ça, mais il risque aussi de peut-être se blesser. Mais à un moment donné, si tu te blesses de façon trop grave, bien, tu vas peut-être plus être capable de même pratiquer ce sport-là. Donc, il y a des grands dangers à se spécialiser trop rapidement. Puis de toute façon, si tu essaies de spécialiser trop rapidement, bien, tu vas manquer ton pic de performance. Donc, ce que tu aurais pu être, tu ne le seras pas. Alors, vaut mieux être très, je ne sais pas comment dire, mais gérer cet équilibre-là entre, oui, on veut être compétitif, oui, on veut que notre jeune se développe, mais en même temps, si on ne respecte pas les périodes suggérées par la recherche, bien, à ce moment-là, on manque le bateau, je pense. Les effets de la spécialisation hâtive sont nombreuses. Une des premières choses que la recherche va nous dire, c'est qu'on risque de pousser l'enfant à trop pratiquer un sport, puis là, être tanné de pratiquer son sport rendu, disons, à 15-16 ans, puis simplement abandonner parce qu'il en a trop fait. Puis là, si c'est le seul sport qu'il a fait, parce qu'il s'est spécialisé trop jeune,
il n'y a pas d'autres repères, il n'y a pas d'autres activités dans lesquelles il a développé des compétences ou dans lesquelles il a développé un intérêt. Donc, le jeune risque d'abandonner le sport, ce sport-là, et risque de même peut-être abandonner l'activité physique en sens large. Dire, je suis tanné, ça me tente plus, j'en fais plus. Puis ça, c'est pas nécessairement une bonne chose. Le DLTA, le développement à long terme de l'athlète, a été développé pour faire en sorte qu'on donne des recommandations, puis que nos jeunes qui sont actifs à un jeune âge continuent de progresser, puis quand ils sont rendus à l'âge adulte, puis qu'il y a moins de sports organisés dans les ligues de jeunes, ces personnes-là restent physiquement actifs. Donc, une des conséquences de la spécialisation hâtive, c'est l'abandon. Une autre conséquence, c'est de trop répéter les mêmes gestes, parce que quand on se spécialise dans un sport, par exemple, si on est un joueur de badminton, puis on joue dès un jeune âge juste au badminton, bien, on va beaucoup utiliser toujours le même bras, parce que c'est un sport de raquette, on frappe avec un bras seulement. Puis quand on est plus jeune, bien, on n'est pas physiquement complètement développé. Donc là, on peut créer des déséquilibres musculaires qui sont importants au niveau physique, de pratiquer seulement un sport, versus si on pratique plusieurs sports, bien, on s'assure de bouger différemment dans l'espace, avoir un corps qui est peut-être mieux équilibré et avoir acquis des habiletés qui nous permettent de faire des transferts de compétences d'un sport à l'autre après. Donc, la spécialisation hâtive, c'est pour ça qu'elle est déconseillée. Pour la grande majorité des sports, c'est important de réfléchir au bien-être du jeune à long terme, pas juste dans le moment présent. Il faut garder en tête aussi que, en tant que parent, si on veut le bien de nos enfants, on n'est pas là pour produire des athlètes olympiques. Mais en même temps, le DLTA, c'est un document national. Les Olympiques, ça existe. Puis on a tous des rêves. Puis mon jeune qui joue au soccer présentement, si je lui demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi, je vais être un joueur de soccer professionnel. Papa, il est convaincu que c'est possible, puis c'est là qu'il va aller. Tu ne veux pas éteindre ce rêve-là non plus en tant que parent. Donc, c'est certain que c'est un couteau à double tranchant. Tu veux donner du soccer à ton enfant de façon intensive pour qu'il puisse faire partie, pour lui donner une chance de rivaliser contre ceux qui en font beaucoup, mais en même temps, c'est important de maintenir un équilibre. C'est pas une question facile, là. Donc, un enfant, à la base, ou un adolescent, veut maximiser son plaisir puis il veut réduire la douleur. Donc, ça gère tous nos comportements, là, puis vous pouvez me donner n'importe quel exemple. Vous allez voir qu'on revient toujours à ces deux notions-là. L'enfant qui fait de la compétition à chaque jour puis qui s'entraîne 2 à 4 heures par jour dans un sport en particulier, ça veut dire qu'il y a d'autres éléments de sa vie qu'il doit laisser tomber. Il doit laisser tomber ses amis, il doit laisser tomber, bien pas laisser tomber, mais il doit réduire son engagement social. Donc, les sorties avec les amis. Il doit faire des sacrifices aussi au niveau de l'alimentation, au niveau de son temps, au niveau de ses loisirs. Donc, un ado, souvent, ça arrive à l'adolescence. Quand ils sont jeunes enfants, leurs amis, c'est leur partenaire d'entraînement puis tout ça, puis ils se gavent un peu de ça. Mais quand ils arrivent à 12-13 ans, il y a comme il y a une transition qui se passe où est-ce que, les amis, ça devient important, puis qu'est-ce que je fais avec mon temps aussi, ça devient important. Donc, si c'est trop sérieux, trop rapide, bien pas trop rapide, mais juste si c'est très, très, très sérieux, ça se peut que l'enfant ou le jeune fasse comme « Ouais, sais-tu quoi, il y a d'autres choses que je veux faire, il y a d'autres choses que je veux essayer. » Donc, la perte de motivation peut définitivement se produire à ce moment-là. Une autre des raisons qui affecte la motivation, c'est la confiance en soi, puis le résultat de la performance. Le jeune qui rencontre des échecs, peut-être qu'il ne se mesure pas aux autres ou bien qu'il ne fait pas l'équipe qu'il doit faire. Il y a toute une pression qui vient avec le sport de compétition. Puis quand cette pression-là devient trop grande, bien, encore une fois, on accentue la douleur, on réduit le plaisir. Le jeune peut se sentir un peu moins motivé ou interpellé par l'activité.
pour devenir un athlète performant, ça prend un engagement d'une dizaine d'années, 10-12 ans, avant de vraiment être un spécialiste dans son domaine. Donc, ça n'existe pas vraiment des sports qu'on devient professionnel en 5-6 ans. Ça prend de la répétition, puis ça prend tout un cercle d'initiation autour de soi, là. À l'opposé, on encourage surtout la pratique de multiples sports, puisque cela possède de nombreux bénéfices qui permettent en partie d'éviter tous ces problèmes liés à la pratique d'un seul sport. Pour commencer, sur le plan physique, le multisport permet d'éviter les blessures récurrentes puisqu'en pratiquant des sports différents, ce ne sont pas toujours les mêmes muscles qui sont sollicités et s'ils le sont, ils peuvent être sollicités de manière différente. De plus, le multisport aide à éviter l'épuisement et peut aider à la santé mentale de l'enfant. Effectivement, pratiquer un seul et même sport peut mener à une certaine routine. Chez certains, cette routine peut nuire à la motivation et l'enfant pourrait perdre le goût de pratiquer son sport. Outre cela, prendre une pause du sport principal pour pratiquer un autre sport permet à l'enfant de prendre un peu de recul pour réfléchir à ce qu'il désire réellement. Par exemple, si un enfant n'a pas bien performé lors des séries éliminatoires au hockey, il n'aura peut-être pas la tête à recommencer l'entraînement immédiatement. En pratiquant un sport différent, comme le soccer par exemple, il va éviter de se focaliser sur les erreurs commises et il va continuer de s'améliorer sur le plan physique et mental. Il sera plus optimiste à l'idée de recommencer ses entraînements par la suite. Puis, sur le plan social, le multisport permet aux enfants d'interagir avec différents coéquipiers de sports et cultures différentes. La question qu'on vient maintenant à se poser est, mais quelle est la meilleure approche face à tout ça en tant que parent? C'est certain que lorsque ça en vient à la spécialisation sportive, ce n'est pas une question à laquelle on peut donner une réponse explicite, claire et détaillée. Le tout dépend vraiment des circonstances qui entourent l'enfant. Mais si vous tenez à bien faire les choses, la première étape est d'être un parent informé. Ça vous paraît peut-être banal, mais pourtant, trop peu de parents ne savent ce qu'est la spécialisation sportive. Donc, être un parent informé qui comprend bien les enjeux de ce phénomène et les risques de pratiquer un seul sport tout au long de l'année consiste déjà en une bonne première étape. Ces connaissances acquises vont vous permettre de faire des choix plus judicieux en ce qui concerne le bon développement et la bonne santé de votre enfant. La prochaine étape consisterait à se poser des questions. Par exemple, si votre fille vous demande de participer à une ligue de hockey régionale alors qu'elle est déjà sur l'équipe compétitive de hockey à son école et qu'elle fait partie d'un programme de sport-études, commencez par vous demander si elle ne reçoit peut-être pas de la pression par son environnement. Cette pression pourrait provenir de ses amis, ses coéquipières, ses coachs, ce qui peut être souvent le cas. Elle pourrait également se mettre une pression de performance, ce qui expliquerait son désir de participer à plus d'activités. Ou encore, cette pression pourrait venir de vous, ses parents. Parfois, certains parents ne réalisent pas la pression qu'ils peuvent mettre sur leur enfant. Ceux-ci agissent ainsi puisqu'ils souhaitent les voir performer dans un sport. Ou encore, certains vont mettre de la pression parce qu'ils reçoivent eux-mêmes de la pression des coachs de leur enfant ou des parents des autres joueurs/joueuses dans l'équipe. Si tel est le cas, juste le fait d'en prendre conscience est un bon début. Il se peut aussi que votre fille aime tout simplement beaucoup son sport et veut en pratiquer plus. Peu importe quelle que soit sa motivation, il est important que vous vous posez d'autres questions afin de savoir si mon enfant en fait plus, aura-t-elle encore du temps pour d'autres activités? Risque-t-elle de perdre sa motivation et de détester son sport? Quels sont les risques de blessures de surmenage aux genoux, coudes, muscles, ligaments, etc. Mon enfant gagnera-t-elle à prendre une pause et faire autre chose? Ces questions vont vous permettre de faire un meilleur choix. Pensez aussi à faire de la recherche sur Internet et parler avec les coachs de votre enfant. Ceux-ci sont sûrement au courant de ce phénomène et ils pourront fort probablement vous aider dans votre décision. Après tout, en tant que parent, plutôt que de pousser votre enfant à se spécialiser de bonne heure, faites en sorte qu'il prenne goût, très jeune, à l'activité physique. Veillez à ce qu'une grande partie de cette activité ne soit pas structurée. Vous vous assurerez ainsi qu'il développe un amour pour le sport, tout simplement parce qu'il en aura une expérience agréable. C'est probablement le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre enfant. Si j'avais un conseil à donner aux parents, quand on regarde nos enfants, on veut toujours leur donner le maximum de ce qu'on est capable de leur donner. Une des choses qu'il faut se rappeler, c'est que ce sont des enfants, à prime abord, puis ils ont le goût de jouer, ils ont le goût d'avoir du plaisir, puis il ne faut pas brimer cette belle confiance-là qu'ils ont. Puis, une des meilleures façons de faire gagner de la confiance à un enfant, c'est de leur donner du succès dans ce qu'ils font.
Donc, tant que l'enfant est heureux, tant qu'il s'amuse, si on veut qu'il ait du succès, on continue de l'exposer à des programmes de qualité, mais on lui fait vivre plein de différentes choses pour qu'à un moment donné, quand il va être prêt à choisir où est-ce qu'il veut mettre son temps, où est-ce qu'il veut mettre son énergie, bien, à ce moment-là, il aura toutes les habiletés nécessaires pour choisir. Puis c'est ça le but du DLTA, ou bien ce qu'ils disent dans les premiers stades de l'enfance, c'est exposez vos enfants à plusieurs activités. Faites-leur faire de la gymnastique, faites-leur faire du soccer l'été, aller faire du patin, qu'ils apprennent à nager, qu'ils apprennent à faire des culbutes. Peu importe, on veut que l'enfant soit capable de bouger dans toutes ses dimensions, puis qu'il ait du succès. Puis à un moment donné, il va avoir la maturité psychologique de choisir dans quoi il veut s'embarquer. Puis à ce moment-là, bien là, on peut continuer à gravir les échelons de ce sport en particulier-là. C'est difficile au début parce que nos jeunes, je sais pas, on dirait qu'ils veulent tout faire ou ils veulent rien faire, un des deux. Mais c'est de suivre l'enfant dans ce qu'il veut faire. Puis à un moment donné, s'il change d'idée, c'est ça qui est merveilleux, c'est que si l'enfant, après, mettons qu'à 10 ans, il dit « Ah, moi, je veux devenir, un joueur professionnel de football. » OK, bon, il s'en va faire du football. « Ouais, finalement, j'aime pas vraiment ça. Est-ce que je peux faire du hip-hop? » « Eh oui, viens-t'en, on s'en va faire de la danse. » Parce que tu vas l'avoir exposé à quelques cours de danse, quelques cours de football. Tu vas avoir lancé des frisbees avec lui. Tu sais, c'est juste de leur donner du succès, puis qu'à un moment donné, ils développent assez de confiance pour pouvoir dire « Bien, moi, je vais affronter tel défi. » Donc, permettez à vos enfants d'essayer plein de choses. Et puis, à un moment donné, quand ils vont avoir la maturité de choisir, ils seront capables de choisir ce qu'ils veulent faire. Puis, à ce moment-là, s'ils changent d'idée, bien, ils peuvent changer d'idée. Mais comme parents, nous, c'est de les supporter dans ce qu'ils veulent faire. Comme ça, on n'aura pas justement le « Ah, c'est moi le parent qui a poussé trop sur une activité. »